DLTDC Inside, les coulisses du stage de l'équipe de France Trail. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Dans la tête d'un coureur pour un épisode un peu spécial. Aujourd'hui, on est au centre sportif de Briançon, à 1200 mètres d'altitude, là où l'équipe de France de trail prépare les mondiaux de Canfranc, avec son parcours réputé impitoyable et extrêmement technique, taillé pour les meilleurs mondiaux. Et dans cet épisode, eh bien, vous allez découvrir le quotidien des Bleus, comment on vit, comment on s'entraîne, qu'est-ce que ça change de porter le maillot de l'équipe de France avec aussi la pression d'un titre mondial. Et puis, il y a un autre défi, peut-être même le plus important, encore plus important que la course, comment continuer à courir dans une montagne qui change et dans un climat qui se dérègle. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler d'ambition, de collectif et de sport responsable. Et pour commencer, j'accueille celui qui pilote ce stage, le responsable national du trail à la Fédération française d'athlétisme, Julien Rancon. Salut Julien, comment est-ce que ça va aujourd'hui par cette belle journée? Merci de m'accueillir, j'espère que tout va bien pour vous et pour le collectif. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Non, ça va très très bien. On termine une superbe semaine d'entraînement dans des conditions qui ont été très favorables et avec un groupe qui vit bien. Donc tous les voyants sont ouverts à 3 semaines des championnats du monde. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste donner le programme à nos auditeurs et auditrices parce que c'est un épisode assez riche. En première partie, on va d'abord parler des ambitions et de la préparation de l'équipe de France avec toi. Tu vas nous dire aussi ce qu'on vise pour les mondiaux. Et ensuite, on ira du côté des athlètes. On va recevoir Lucie Germain, Louison Coiffé, Clémentine Geoffrey. Ils vont nous raconter un peu leur quotidien en bleu. Et puis, dans la deuxième partie de ce podcast, on va recevoir 2 invités exceptionnels qui sont engagés pour la montagne, le skieur Mathieu Navio et le glaciologue Xavier Caillol. Alors, Julien, je l'ai dit en introduction, ici à Briançon, c'est toi qui pilotes ce stage. Ma première question, elle est toute simple. C'est quoi les objectifs de ce rassemblement à quelques jours des championnats du monde, des mondiaux? J'imagine que les athlètes sont déjà prêts, en tout cas je l'espère. Alors quel est l'objectif derrière ce stage? On est vraiment dans la phase terminale de la préparation. Donc on a eu des championnats de France mi-juillet qui nous ont permis de constituer nos équipes nationales. Et donc le premier temps de regroupement, ça a été un stage de reconnaissance sur le lieu des championnats du monde à Canfranc. Donc avec vraiment un objectif de prendre des informations, reconnaître les parcours, leurs caractéristiques, leur technicité, prendre des repères aussi visuels parce qu'on sait que c'est toujours très important pour notamment le pacing et la gestion de la course. Et là on a un stage vraiment de préparation terminale, donc les athlètes ont souvent eu un premier cycle de préparation spécifique qui se termine quasiment avec ce stage-là. Donc on est vraiment dans la fin de la préparation. C'est vraiment finaliser la préparation. Puis nous aussi, ça nous permet d'avoir un œil sur l'état de santé, l'état de forme de chacun, de les voir. C'est toujours mieux que de les avoir par téléphone ou par visio. Alors la question qu'on peut se poser, puisque chaque athlète s'entraîne aussi à son groupe, à son staff, s'entraîne sur des terrains différents. Comment ça se passe quand ils viennent en stage? Est-ce que c'est vos entraîneurs, c'est vos plans? Comment ils intègrent ça dans leur préparation? Est-ce qu'ils vont continuer ce qu'ils ont mis en place avec leur entraîneur et c'est vous qui allez vous adapter? Est-ce que tu peux nous expliquer comment justement, parce que ça doit être un vrai challenge aussi, c'est comment est-ce qu'on coordonne et pilote un entraînement avec ce qu'ils peuvent faire dans le perso ou à côté, j'ai envie de dire. Alors moi je travaille beaucoup, c'est Adrien Séguré qui pilote un peu tout ce qui est la partie entraînement. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait un programme très en amont. Et puis on communique à la fois avec les athlètes et avec leurs entraîneurs pour que ça puisse s'intégrer dans leur préparation générale. Il y a toujours des allers-retours avec les entraîneurs ou les athlètes eux-mêmes pour s'adapter un petit peu en fonction de leur ressenti et de ce qu'ils pensent qui est le mieux pour eux. Et on essaye de trouver pas un compromis, mais le meilleur programme qui puisse correspondre au maximum. Et on a souvent l'adhésion des athlètes. Du moment que le programme du stage il est prévu très en amont, ça permet vraiment aux entraîneurs d'adapter le contenu autour de ce stage et notamment dans la préparation terminale. Ouais, donc c'est très collaboratif, il y a vraiment beaucoup de communication et d'échanges, que ce soit avec l'athlète, son entraîneur, son staff, pour essayer de trouver quelque chose qui soit le plus efficient, le plus efficace possible en fonction de chaque individu et chaque athlète, évidemment. Oui, alors le stage et les entraînements sont en général communs. Bien sûr, il y a des petites adaptations en fonction des particularités de chacun, mais on a souvent l'adhésion facile
des athlètes. On est toujours de l'anticipation, donc ça permet à chacun de s'adapter. Alors, pourquoi avoir choisi Briançon comme lieu d'entraînement, comme lieu de stage? Je crois que c'est la première fois que vous venez ici. Voilà, qu'est-ce que ce site va apporter aux athlètes dans le cadre spécifiquement de cette préparation pour les mondiaux? Et c'est justement la spécificité. Le premier atout pour nous de Briançon pour cette préparation des mondiaux à Canfranc, c'est un terrain qui ressemble relativement bien à ce qu'on va retrouver au championnat du monde. Quasiment la même altitude du départ. Et puis des caractéristiques de typologie de montagne qui se ressemblent un peu, même si ici on est dans les Alpes et là-bas dans les Pyrénées, qu'il y a des petites différences, mais on est dans un cadre qui est relativement similaire et dans une préparation spécifique. On se doit d'avoir une préparation justement qui est complètement spécifique, donc ça correspondait vraiment bien. Et puis bien sûr on a eu l'opportunité avec la ville de Briançon, une convention qui sera signée d'ailleurs dans les prochains jours, pour un partenariat donc, entre la ville de Briançon, le conseil départemental et la Fédération française d'athlétisme. Vous êtes bien ici, c'est vraiment un spot qui a plein de qualités? Oui, parce qu'en plus des conditions d'entraînement de montagne, on aura une piste d'athlétisme pour les... Qui est flambant neuve. Là, j'ai vu qui brille, quoi. Qui sera inaugurée demain. Génial. Et alors, bon, dans le cadre de Canfranc, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de travail à plat, mais ça pourrait être le cas dans les prochaines compétitions internationales. Et puis, le climat, il y a beaucoup de soleil à Briançon. 300 jours, il paraît, ici. Donc, c'est aussi un critère. Avoir des bonnes conditions d'entraînement, c'est de la consistance dans l'entraînement et donc plus d'efficacité. Alors justement, Canfranc, c'est réputé comme l'un des parcours les plus techniques au monde, en tout cas dans le cadre des championnats du monde. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ce parcours et comment ton équipe, l'équipe de France, se prépare à ce défi? Oui, donc, comme je te le disais tout à l'heure, on a eu l'occasion d'aller reconnaître les parcours sur place, donc ça c'est vraiment un point très, très positif pour la préparation et pour la gestion de la course. Il est si technique que ça, si dur que ça, parce que là, tout le monde parle de que ça, il paraît que c'est limite impraticable. Moi, c'est les mots que j'ai entendus. Oui, alors il y a plusieurs parties malgré tout. La majorité de la course reste très technique, avec soit des sentiers techniques, soit du hors-sentier. Et puis à l'opposé, on a des petites parties un peu plus rapides, notamment la deuxième montée sur le trail court ou toute la partie, le deuxième tiers, on va dire, du trail long. Mais oui, c'est rugueux, il y a beaucoup de rochers, des pentes irrégulières. Donc c'est des parcours qui sont très, très engageants en tout cas. Tu as connu plus de 30 sélections en équipe de France. Tu as toi-même porté ce maillot bleu. Voilà, ceux qui, peut-être les plus anciens d'entre nous, t'ont reconnu, puisque tu as aussi une carrière sur la route, sur le cross. Comment tu perçois justement l'évolution des profils en trail qui sont quand même plus jeunes, qu'on dit plus jeunes, plus complets, capables de briller sur plein de formats à la fois? On voit... je pense notamment à l'équipe suisse. On voit Oria, une jeune coureuse qui est capable de se qualifier aussi bien pour les Europes de semi-marathon que pour le trail. Donc aujourd'hui, on a quand même des athlètes bons partout, en tout cas très polyvalents. Comme ton œil expert, comment tu juges un peu cette nouvelle génération et quelles sont selon toi les qualités de cette nouvelle vague? C'est la particularité de notre discipline, c'est qu'elle est très variée et du coup, plus elle est variée, plus il faut de qualité pour être performant sur des formats différents. Si on a des qualités très spécifiques, on est performant sur des formats très spécifiques et on est sûrement un peu limité. Aujourd'hui, les formats sont très différents, donc on a besoin de toutes les qualités, des qualités techniques, des qualités de force, des qualités de vitesse, des qualités de résistance musculaire, des qualités en dehors des qualités physiques, des qualités mentales, des qualités de gestion, des qualités dans la préparation, parce que être un gros travailleur, c'est aussi une qualité. Et aujourd'hui, c'est comme dans tout sport de haut niveau, on a besoin d'un nombre de qualités importants pour performer. Il y a eu une période où je pense qu'on était assez polyvalent, puis peut-être à un moment donné, ça s'est un peu plus spécialisé. Mais voilà, c'est le propre du sport de haut niveau, j'aurais tendance à dire. On a besoin de toutes les qualités et on a besoin d'optimiser toutes les qualités pour être performant. Mais j'ai quand même l'impression que la densité, le niveau, il a complètement explosé sur trail, que ce soit sur les formats longs ou courts. Tu es d'accord avec ça? Oui, je pense que peut-être pas forcément le top niveau sur vraiment les tout meilleurs. On a des performances qui sont peut-être assez proches des performances d'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Mais ça a sûrement évolué aussi un petit peu, mais c'est surtout la densité qui a évolué. Aujourd'hui,
On voit bien quand on regarde les courses précédentes, que ce soit les championnats de France, on a eu des écarts très resserrés. Les courses de l'UTMB, on a eu des courses très resserrées aussi. Et on ne voyait pas ça par le passé. Donc oui, il y a plus de coureurs, donc il y a plus de coureurs aussi à l'avant. Et toi qui connais bien le marathon, c'est pareil pour marathon. Il y a encore très peu de temps des coureurs français sous les 2,10. Il n'y en avait quasiment pas. Aujourd'hui, il y a moins de coureurs sur les 2,6, mais on voit que le niveau il a aussi explosé finalement partout. Qu'est-ce qui te frappe le plus dans ce groupe, dans ce collectif de l'équipe de France? Est-ce que c'est le niveau, la diversité des profils, l'état d'esprit? Qu'est-ce qui t'a justement, où tu t'es dit là on tient quand même quelque chose, là on a vraiment une spécificité française qui peut faire la différence? Oui, tu l'as dit, la diversité des profils, je crois que ça c'est quelque chose qui est très riche pour tout le monde. Tout le monde se nourrit un peu de chacun, les uns des autres, et ça c'est hyper important. Et puis nous on est aussi très attachés à l'esprit collectif, donc l'objectif de ces stages il est bien sûr physique, mais il est aussi de souder les équipes entre elles, dans les athlètes qui font le même format, mais aussi l'équipe globale de l'équipe de France. Équipe de France de trail et de course en montagne, moi je suis aussi attaché à ce que la course en montagne soit rattachée à cette équipe. C'est pour ça qu'on a fait un stage avec des jours en commun sur les deux disciplines, ce qui n'était pas le cas avant. Et on voit bien les jeunes qui sont en début de carrière, voilà, on a des juniors, des U20, ils ont des étoiles dans les yeux quand ils sont à côté de Vincent Bouillard, Thomas Cardin ou Clémentine Geoffrey. Donc je crois que ça va leur faire... On a des têtes d'affiche, on a des leaders. D'ailleurs, Exactement. lors des derniers championnats d'Europe d'Annecy, la France avait dominé les épreuves de trail. Cette année, est-ce que vous arrivez avec l'étiquette de favori sur ces mondiaux, même s'ils ne sont pas à domicile? Oui, c'est vrai qu'on sort des championnats d'Europe exceptionnels. C'est vrai qu'en nombre de médailles, on aurait difficilement pu faire mieux. On sort d'un championnat du monde 2023 à Innsbruck aussi, où on a été très performant, 11 médailles. Et c'est sûr que je pense qu'on est une des nations les plus attendues. Il y a un classement... Comme le classement FIFA? Oui, il y a un classement mondial qui est fait sur les championnats du monde qui regroupe tout. C'est la somme de performances sur tous les formats. Du KV au format long? Exactement, et on avait gagné ce challenge il y a 2 ans, donc l'objectif c'est de remettre notre titre en jeu et de le garder. J'imagine que tu as analysé un peu les forces et les faiblesses des différentes sélections nationales. Quelle équipe tu redoutes le plus, spécifiquement à Canfranc? On parle beaucoup des Italiens, on parle beaucoup des Américains. Est-ce que c'est avec eux qu'on va jouer la bagarre? Alors oui, c'est 2 des nations les plus impressionnantes. Après, en fonction des formats, on aura sûrement des équipes qui seront un peu plus compétitives, comme pour nous d'ailleurs peut-être. Mais oui, les États-Unis, c'est sûr qu'ils auront... c'est un gros pays, donc ils ont forcément des grosses équipes sur tous les formats. L'Italie, puis peut-être l'Espagne, qu'il ne faut pas oublier. Quand c'est un championnat à la maison, on l'a vécu l'année dernière à Annecy, on sait que la motivation est supérieure, les moyens seront peut-être qu'ils auront mis seront peut-être supérieurs, ils auront la connaissance du terrain, ils ont quand même des atouts, et puis ils ont les coureurs pour performer, donc pas oublier l'Espagne. Et puis, qui a beaucoup investi, le gouvernement espagnol a beaucoup investi justement dans l'organisation de ces championnats du monde, donc il y a quand même une vraie ambition fédérale et j'imagine nationale là-bas pour briller. Oui, je pense. Là, de toute façon, quand on voit les sélections qui viennent de sortir, ils ont sorti la grosse artillerie. Il va y avoir du spectacle, il va y avoir de la densité. On a hâte de voir ça. Alors, c'est presque une tradition, une sélection nationale, ça fait toujours débat. On dit d'ailleurs dans le football que, je ne sais plus quel sélectionneur disait ça dans le foot, qu'il y avait 60 millions de Français, donc il y a 68 millions de sélectionneurs. Voilà, parce que le niveau, il est dense, les places sont limitées, donc évidemment. Est-ce que tu comprends qu'il y ait aussi des discussions sur justement ces sélections nationales avec des absents? On peut citer notamment Mathieu Blanchard, qui est réputé très à l'aise sur les terrains techniques et très fort aussi dans les conditions difficiles. Que beaucoup regrettent d'ailleurs. Est-ce que tu comprends justement ces interrogations sur cette sélection et surtout, est-ce que tu penses que vous avez fait le bon choix? J'espère, mais en tout cas, on est convaincus des choix qu'on a fait. On les assume complètement. Là, il y a vraiment pas de souci là-dessus. Bien sûr que tout est discutable. On entend bien sûr toutes les remarques et les commentaires. Après, les seuls qui connaissons tous les tenants et les aboutissants, c'est les sélectionneurs, donc Adrien Séguré et moi-même, ou sur la montagne Antonio Gallego et moi-même. Donc nous on a fait nos choix en fonction de tous les paramètres. Je pense qu'on avait le maximum de paramètres en tête, et notre logique c'était de s'appuyer au maximum sur les championnats de France, d'une part parce que
la confrontation directe, ça reste le meilleur moyen de sélectionner les athlètes. On avait un parcours qui était relativement proche au niveau caractéristiques techniques et de distance des championnats du monde, donc ça s'y prêtait vraiment bien. Et puis on a aussi une politique de dynamique de ces championnats de France et de l'équipe de France pour que les choses soient relativement claires, avec des critères qui soient le plus objectifs possible. Alors, Julien, on a parlé du sportif, des ambitions et même voilà, à l'instant du débat autour de la sélection, mais un stage, c'est aussi un moment pour réfléchir plus largement au collectif et à l'environnement dans lequel on pratique la course à pied. Et hier, je sais que les athlètes ont participé à une intervention organisée par la Maïf dans le cadre de son mouvement Sport Planète autour du climat et de la préservation de la montagne. Pourquoi c'est important d'intégrer ça dans un stage de préparation aux mondiaux? Je crois que c'est des sujets vraiment d'actualité, puis nos athlètes sont hyper sensibles, sûrement plus que dans d'autres disciplines du running et d'autres disciplines sportives. Donc ça avait vraiment du sens. Et puis notre terrain de jeu, c'est la nature, la montagne notamment. Et on voit bien qu'elle évolue. On l'a vu avec les interventions de nos experts en environnement et en écologie, on va dire. Donc c'est vraiment faire le lien et puis donner de l'information aux athlètes sur la faune, comment on pratique notre lieu de compétition et d'entraînement. Tu remarques que les nouvelles générations d'athlètes sont beaucoup plus attentives à ces enjeux écologiques par le passé. On sait qu'il y avait eu des débats aussi sur les derniers championnats du monde qui avaient été organisés en Asie. Est-ce qu'ils vous challenge aussi, les partenaires aussi? Est-ce que vraiment ça pousse dans le bon sens pour la planète? Oui, nous, on essaye aussi de faire le mieux qu'on peut. On est bien sûr loin d'être irréprochable. Personne ne l'est, je pense. Mais oui, on essaye de faire à notre échelle des petites choses. Ça peut être des choses toutes simples, du covoiturage pour se rendre sur le lieu de compétition ou sur le lieu de stage. On essaye par exemple de partir au maximum du centre d'hébergement sans avoir à prendre de véhicule pour l'entraînement. C'est des petites choses qui sont toutes simples mais qui permettent aussi d'émettre un peu moins de CO2. Si tu devais résumer en une phrase cette équipe de France, l'ambition aussi que vous avez de partir à Canfranc, la qualité, la force vraiment de ce collectif, en une phrase, en un mot, ce serait lequel? L'enthousiasme et la fierté de porter ce maillot. Je crois qu'ils ont tous... je crois que c'est le mot, la fierté de porter ce maillot. Ils sont pas obligés de venir représenter la France et participer à ça peut même être contraignant. Ça peut même être contraignant. Exactement. Et au niveau visibilité, peut-être, au niveau financier, ils ont moins d'intérêt que d'aller faire des courses qui sont... C'est pas ça la motivation, c'est vraiment c'est autre chose. Oui, c'est les valeurs, et ça c'est très important. Je crois que les gens ils viennent pour les valeurs du maillot, les valeurs de la compétition de haut niveau avec des championnats du monde qui représentent vraiment cet esprit de compétition. Donc fierté et valeur. Merci beaucoup Julien pour ton temps et pour ton éclairage. On te souhaite le meilleur avec cette équipe de France pour les mondiaux et on a hâte, on est impatients. Moi je le suis et je pense que nos auditeurs et auditrices aussi. Donc on va suivre ça de très près et on vous souhaite du spectacle, de vous éclater et de nous donner plein d'émotions quel que soit le résultat. L'important c'est de donner des émotions, c'est ce qu'on aime dans le sport. Merci beaucoup Julien. Merci à toi. On va maintenant donner la parole à celles et ceux qui portent le maillot bleu sur le terrain, les athlètes de l'équipe de France. J'ai le plaisir d'accueillir Lucille Germain, Louison Coiffé et Clémentine Geoffrey. 3 profils différents, 3 parcours, mais un même objectif, être prêt pour ces mondiaux à Canfranc. Salut à tous les 3. En plus, c'est la première fois que je vous reçois sur le podcast, donc je suis ravi. Comment ça va c'est en cette fin de stage de l'équipe de France? Ouais, écoute, les conditions sont parfaites et le stage touche à sa fin et tout s'est plutôt très bien déroulé. Bon, j'imagine, vous allez nous raconter un petit peu toutes les coulisses, comment vous vivez ça, vous, de l'intérieur. Je vais commencer par toi, Lucille. Je crois que c'est ta 3e participation au grand championnat. Tu me corriges si je me trompe. Est-ce que tu ressens toujours la même excitation à l'idée de porter le maillot de l'équipe de France ou c'est presque devenu une routine pour toi maintenant? Non, on ne peut pas dire que c'est une routine. C'est toujours incroyable de porter le maillot de son pays. Franchement, ça fait quelque chose. Hier, on a reçu les dotations. On est comme des enfants. On est appelés l'un après l'autre. Et franchement, ça fait vraiment quelque chose. Ouais. On ressent une fierté,
Ouais, c'est un vrai plaisir de recevoir toutes ces tenues, d'être habillés tous pareils. On est une vraie équipe et c'est trop chouette. Clémentine, quand on prend le départ justement d'un grand championnat, que ce soit les championnats d'Europe, les mondiaux, est-ce que on est dans le même état d'esprit qu'une autre grande course, par exemple, ou est-ce que c'est un petit peu différent quand même? Non, pas tout à fait, parce qu'on s'est préparé différemment. Enfin, déjà, là, on a beaucoup échangé avec l'équipe, on a fait le stage, la reco. Donc, je trouve qu'on est toujours dans un état plus esprit d'équipe déjà. Et on a à cœur de partager ça. C'est une aventure vraiment plus collective. Moi, je sais qu'à chaque fois que je rentre des championnats, j'ai l'impression d'avoir des souvenirs pour plusieurs mois à venir. Toujours très chargé en émotions et c'est décuplé, quoi. Alors justement, sur les Europes d'Annecy, on avait senti cet esprit collectif. Néanmoins, il y a quand même un titre de champion du monde à aller chercher, donc il y a quand même aussi une dimension personnelle et c'est tout à fait normal. Comment est-ce qu'on arbitre justement entre ce collectif et le titre individuel qui ne se refuse pas? Parce qu'être champion du monde, c'est être champion du monde. Ouais, après, ça dépend de chaque course. Pour les Europes, c'est vrai qu'on était vraiment les 4, 1, 2, 3, 4. Et du coup, sur la course, j'ai beaucoup été avec Adeline, avec Julie. Et puis à la fin, j'ai dépassé Blandine. Mais vraiment, jusqu'au bout, j'étais vraiment heureuse de faire cette course avec et contre les filles au final. Et pour les mondiaux, j'ai moins de souvenirs, mais c'est juste qu'à l'arrivée, on était toutes très heureuses et émues, quoi. Est-ce que vous avez des briefs justement? Est-ce qu'on vous incite à essayer de former des groupes compacts? Comment ça se passe justement, Lucille, ces pré-courses? Ou est-ce que quand même c'est donner le meilleur de vous-même et si chacun d'entre vous donne le meilleur de vous-même, finalement le collectif sera gagnant? Comment ça se passe un peu? Oui, après, on peut avoir des discussions avec les entraîneurs pour parler un peu stratégie, nous comment on sent aussi personnellement. Et je pense qu'on a aussi tous cette envie d'aller chercher un titre collectif parce que c'est beau. Et personnellement, j'ai souvenir d'avoir partagé ce titre aux côtés. Alors, on a des petits tirs, je tiens à préciser. Je ne sais pas, il y a peut-être des chasseurs ici. Ou voilà, c'est le folklore aussi. J'espère que ça ne vous gênera pas. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'était pour donner le contexte. On ne tire pas dessus, vous inquiétez pas. On va bien. Et on a des beaux souvenirs avec Clem, ce titre de championne du monde. Et du coup, ça motive encore plus. Là, des séances, pendant ce stage, on se tire vraiment vers le haut parce qu'on pense aussi à ce titre. Et je pense que si on donne le meilleur de soi-même pour aussi aller chercher une performance collective, derrière, le résultat individuel, il suivra. Alors, je suis content parce qu'autour de la table, j'ai quand même des Skyrunners. Le parcours de Canfranc, il est réputé quand même très technique. Alors j'étais à l'UTMB il y a quelques semaines, tout le monde ne parlait que de ça. On dit qu'il est presque même impraticable. C'est un champ labouré, quoi, presque, on a l'impression, avec plein de cailloux au milieu, quoi, pour donner un peu de contexte. Est-ce que déjà vous êtes confiant, vous, de par votre KMC? Je pense à toi notamment, Louison, qui vit ici et on sait que si les parcours sont quand même assez caillouteux, est-ce que justement faire du skyrunning, ça va être une force pour ces mondiaux, selon toi? Vu les retours que tout le monde a pu faire dessus, je pense que oui quand même. Clairement, on est plus proche d'un parcours de skyrunning, je pense, sur le circuit, que même un UTMB ou les parcours qu'on peut retrouver sur cette semaine-là. Et pour en avoir du coup déjà discuté entre nous, c'est sûr que ceux qui ont l'habitude d'aller faire un peu des chantiers en montagne, du hors-sentier, des choses comme ça, en fait, on est moins surpris de trouver ce genre de terrain qu'il y aura vraiment à foison à Canfranc, quoi. Justement, on n'est pas forcément tous familiers avec ce qu'est le skyrunning. Il y a la course en montagne, il y a le trail. Concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer les spécificités justement du skyrunning et pourquoi ça va être un avantage pour ces mondiaux? À la base, grosso modo, il y a 2-3 critères qui définissent le skyrunning. C'est d'abord, normalement, c'est des parcours en haute altitude. C'est des parcours techniques et souvent avec des ratios assez importants de dénivelé par rapport à la distance. Donc là, en fait, on voit qu'à Canfranc, on retrouve ce ratio, il est quand même assez important. Donc plus de 81 km pour 5005, 5007 de dénivelé. Donc voilà, la technicité, on vient de parler du hors-sentier, donc là-dessus, je pense qu'on coche la case. Et puis l'altitude, sans être par exemple aussi haut que les championnats de France cette année, on va quand même souvent être entre 1005 et 2005, donc ça va quand même être un facteur. Lucille, toi aussi, qui vient de cette discipline, est-ce que tu as une confiance en plus peut-être par rapport à d'autres coureurs est-ce que ça te donne de la confiance justement un peu tout le background que tu as sur ces spécificités-là, sur ces parcours-là un peu très techniques?
Oui, je pense que ça donne de la confiance et le ratio, personnellement, il me plaît beaucoup. Et c'est vrai que la reco, ouais, ça donne vraiment envie, ça motive. Et après, je trouve c'est peut-être un peu moins chantier que le long. On a peut-être un peu moins de ressentier, mais clairement, ça ressemble à un format de skyrunning et ça va être un beau chantier, ouais. Alors Clémentine, je me tourne vers toi. Tu arrives avec déjà des titres, que ce soit sur les Europes, sur les mondes. Ici, est-ce que justement tu t'en profites un peu pour partager ton expérience? Parce que voilà, tu as quand même un certain vécu. Comment est-ce que tu arrives à... Notamment, il y a des U20, je crois, il y a des nouvelles générations. Et j'imagine qu'ils doivent être aussi hyper impressionnés de te voir, de partager la table avec toi. Ils doivent te poser plein de questions. Il y a de la transmission aussi, je pense, dans ce genre de stage. C'est important. Oui, tout à fait. Après, j'avoue qu'ils sont arrivés hier, les U20, et qu'on n'a pas encore plus beaucoup échangé. Mais j'avais bien échangé, notamment, par exemple, en 2023, j'avais été au stage avec les montagnards, parce que j'avais pas pu être avec le trail. Et à ce moment-là, c'est sûr que j'avais vraiment passé le stage avec tous les jeunes et tout, et c'était très chouette. Et ouais, j'adore les rencontrer et échanger avec eux. Est-ce que vous pensez justement aujourd'hui, au vu des excellents résultats que vous avez sur les derniers championnats à Annecy, sur aussi le ranking où la France est bien classée, on recevait Julien tout à l'heure qui nous disait qu'on était numéro 1, est-ce que vous arrivez avec le statut de favori? Et toi-même, est-ce que tu arrives avec le statut de favori? Est-ce que ça change quelque chose aussi dans la manière d'appréhender un championnat? Quand on est attendu finalement, on sait que ça peut être une force mais aussi une faiblesse. L'année dernière aux Europes, je l'avais pas forcément bien vécu parce que justement je me sentais pas légitime à être là, je me sentais pas très en forme. Cette année c'est différent parce que j'ai pris plus d'expérience et je l'accepte davantage. Après, de là à dire favorite, je pense pas. Il y aura de la grosse densité et je me rends bien compte du niveau Alors tu global. fais partie, moi alors vous n'êtes pas seul, mais tu fais partie. En tout cas, les médias vont te citer comme tel. Oui, voilà, comme dans les favoris. Et ça, aujourd'hui, je l'assume, on va dire. Moi, je suis très enthousiaste par le parcours. J'ai hâte d'y être et je me dis que l'état d'esprit dans lequel je suis, c'est juste... j'ai envie de prendre le départ sur ce parcours, ce championnat, parce que déjà, avant toute chose, c'est avec l'équipe de France et c'est un endroit qui me plaît énormément. Donc, à partir de là, je sais qu'il y a de la grosse densité, qu'il y a du monde et je donnerai le meilleur de moi-même. Voilà, je peux pas faire mieux. Mais c'est un parcours, justement, on le dit très technique, on dit aussi beaucoup de densité. Alors, toutes les sélections ne sont pas encore officielles, elles le seront sûrement quand l'épisode sera diffusé, mais on sait que voilà, beaucoup de nations ont envoyé ce qui se fait de mieux, en tout cas au niveau national. Est-ce que c'est quelque chose qui vous excite, cette difficulté, ce parcours? Est-ce que vous pensez que c'est plutôt positif pour vous, justement? Est-ce que c'est une force pour ce collectif équipe de France, justement, qui connaît bien ces sentiers, Louison, par exemple? Je pense, oui. Puis pour revenir sur ce que tu disais, quand les équipes de France en général sont citées dans les favoris, en fait ça veut dire qu'en amont, dans les championnats d'avant, l'équipe a fait ses preuves et du coup c'est plutôt bon signe. Y a pas, entre guillemets, il n'y a pas de raison que la mayonnaise elle reprenne pas. Et après, sur ce qui se fait de mieux, je pense qu'en plus on a eu en amont cette fameuse semaine UTMB où on a pu voir des coureurs qu'on va retrouver aux mondiaux. Et en fait, on voit qu'ils jouent devant, quelle que soit la distance, que ce soit sur l'OCC, la CCC, sur l'UTMB peut-être un peu moins, mais du coup c'est encore plus excitant d'arriver parmi ce qui se fait de mieux et voilà, entre guillemets, un véritable championnat du monde, quoi. Alors, tu es aussi le rookie par rapport à des athlètes plus expérimentés en équipe nationale. Tu as déjà fait des stages, mais c'est la première fois que tu vas porter le maillot. Une petite émotion, j'imagine, quand même, quand tu as dû recevoir ta dot et quand tu vas prendre le départ. Ça va être particulier. Ouais, et puis en plus, ici, le staff sait y faire aussi pour en fait nous donner ce supplément d'âme dont Lucille parlait tout à l'heure, par exemple, avec... c'était alors l'aspect collectif qui met un énorme bonus à ça et en fait on vient pour faire notre course individuelle, mais on sait que plus elle sera bonne et plus l'équipe sera tirée vers le haut. Et du coup, petite émotion à la sélection après les championnats de France et petite émotion en arrivant en stage là. Ouais. Il a été un peu bizuté ou pas là? Est-ce qu'il y a des petits dossiers qui peuvent sortir? Non, je crois pas. C'est sympa. Ça fait la fête un peu en équipe de France pendant les stages, que vous avez des moments de convivialité. Alors évidemment, on s'imagine que vous n'allez pas danser en boîte de nuit ou boire de l'alcool, mais est-ce qu'il y a quand même des moments de cohésion ou comment ça se passe justement ce collectif? Est-ce qu'il y a
il y a quand même des temps pour partager ensemble, parce que c'est important aussi, j'imagine. Je peux dire un petit mot, il y a les moments en goûter, ça, c'est quand même Les goûters. important, les petites glaces. C'est quoi le jeu que vous jouez? Le Skull Skull King. Là. Voilà. Tu peux nous expliquer, Louison? Qu'est-ce que c'est ouais. Ouais, Dis-nous en plus. c'est un jeu qui a fait l'unanimité d'abord dans ma colocation et qu'on vient de transférer au groupe équipe de France et je crois que tout le monde a mordu à l'hameçon. Puis bon, pour pas Parle-nous un peu qu'est-ce qui se passe. Moi, Ouais, c'est un espèce de tarot pour citer un jeu un peu plus classique, par pli, et le but c'est un peu de se tirer dans les pattes entre soi. Du coup, ça. C'est vrai qu'on peut avoir l'impression que vous vous côtoyez souvent, que vous vous entraînez souvent ensemble, mais c'est pas forcément le cas parce que vous habitez pas tous au même endroit et c'est vraiment en fait pendant ces stages que vous vous rencontrez tous et que vous vous entraînez. Oui, ouais, tout à fait. Moi, ça fait super plaisir de rencontrer des nouvelles personnes et de retrouver des personnes que j'ai déjà vues sur les stages avant. Et ouais, ça rapproche. C'est sûr que on est dans notre petit monde et on partage des belles séances. Et vous parlez un petit peu entraînement, préparation. Est-ce que vous vous rendez compte que des fois, il y a des préparations qui sont très différentes, mais finalement qui mènent au même résultat. Quand je dis même résultat, c'est la performance et où c'est finalement tout le monde fait plus ou moins la même chose. C'est intéressant de savoir ce genre de choses. On a toujours tendance à penser qu'il n'y a qu'un chemin qui mène à la performance. Est-ce que du coup, vous, quand vous en discutez, vous le constatez ou pas? Non, justement, c'est ça qui est hyper riche. On partage notre manière de faire au quotidien et chacune et chacun est différent. Il n'y a absolument pas une seule route qui mène vers la performance et on s'en rend compte. Il y en a, elles font plus de l'entraînement croisé, avec aussi de la muscu, pas de muscu, sortie longue. D'autres plus efficaces, on va dire moins de volume mais plus de séances qualitatives. Ouais, franchement, c'est hyper varié. Alors, hier, vous avez une intervention, je crois, avec la Maïf autour du climat et de la montagne. Évidemment, vous passez vos vies dehors, vous passez vos vies en montagne, vous passez vos vies dans les grands espaces. Est-ce que vous avez déjà remarqué dans vos entraînements, vos courses, et notamment aussi au fil des ans, dans la manière dont vous allez vous habiller l'hiver, dans la manière dont vous allez vous habiller l'été, dans la manière aussi vous allez vous entraîner, les types de séances que vous allez faire, est-ce que, surtout pour les plus anciens autour de cette table, sans vouloir faire offense, mais est-ce que vous avez vraiment remarqué des différences déjà du changement climatique ou c'est des questions qui se posent? Est-ce que vous le constatez en fait dans vos pratiques? Ouais, je pense que déjà en termes de climat, de chaleur, de froid, les saisons se décalent aussi. Dans mon cas, je suis monitrice de ski et je le vois quand j'encadre à l'ESF, les températures sont plus du tout les mêmes. Il fait quand même bien froid, enfin moins froid on va dire. En été, on se tape des canicules assez tôt et je trouve que ça peut impacter aussi notre entraînement. Et c'est des petits changements comme ça qu'on voit d'année en année. Enfin. Clémentine aussi, tu remarques sur les choix de tenue, ce genre de choses. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas sorti cette doudoune très chaude en hiver ou tiens, cet été, en décembre, j'étais encore en short. Est-ce que c'est des choses que tu vois, que tu constates? Oui, pour rebondir sur ce qu'a dit Lucie, c'est plus, par exemple, ce qui devient entre guillemets à la mode, c'est s'acclimater à la chaleur. Et c'est vrai qu'il y a, je sais pas, peut-être quelques années, on s'en souciait pas plus que ça. Et là, ça devient vraiment un vrai défi parce que dès qu'il fait super chaud, c'est pas la même en termes de ressenti en compétition ou en courant. Donc ça, moi, par exemple, ça me frappe quand même. C'est vrai que la thermorégulation, c'est un gros enjeu parce qu'évidemment, ça consomme énormément d'énergie pour le corps. Et puis, pas l'économie de course, évidemment, pas tous les athlètes s'en sortent. Il y en a qui sont plus efficaces que d'autres. Et on le voit même dans les préparations. Alors même sur route, je ne sais pas si vous suivez un petit peu, mais le marathon de Berlin, par exemple, était très populaire auprès des coureurs. Le marathon pour faire de la performance, mais c'est un marathon qui a lieu en septembre, ce qui implique une préparation généralement juin, juillet, août. Les athlètes vont devoir s'entraîner très tôt. Comme il fait chaud, le corps dépense plus d'énergie, on récupère moins bien, parce que c'est énergivore, le thermorégulé. Et donc, ça se déplace beaucoup sur Valence, qui lui est en novembre, et donc une préparation beaucoup plus douce. Et c'est vrai qu'en fait, on se rend compte de l'impact du changement climatique. Nous, les coureurs, même si on ne le conscientise pas forcément, on se rend compte qu'il y a des choses qui se déplacent. Voilà, je disais les tenues l'hiver, mais c'est réel et on ne sait pas si demain, un UTMB, finalement, ce sera encore possible de le courir. S'il y a encore des degrés de plus, est-ce que ça, c'est des choses qui vous inquiètent, par exemple? Ouais, forcément, je pense qu'il y a des courses qui deviennent des courses de chaleur, où le défi, ça devient le principal défi. Après, dans notre pratique au quotidien, là où on s'en rend compte, moi, ça me frappe aussi sur les sentiers en fait, qui en fait sont hyper sujets aux conditions climatiques et aux effets. Ici, nous, dans les Hautes-Alpes, on a été frappé par exemple par des inondations il y a 2 ans. Il y a des chemins où on n'y passera plus et on n'y passe plus ou plus de la même manière. Et inversement, sur les grosses périodes de chaleur, on voit
les sentiers au bord des glaciers ou même en montagne, qui sont sujets à beaucoup plus d'éboulements, à plein de variations comme ça qui, en fait, nous, on doit s'adapter directement. On sait qu'il y a des endroits où en août, en fait, on met pas les pieds parce que c'est trop dangereux. Donc une belle initiative justement dans ce stage. C'est vrai que ça peut paraître surprenant, mais justement de pouvoir sensibiliser les athlètes. Vous pensez que ça va dans le bon sens, cette initiative de la Maïf, voilà, d'essayer de créer ces débats-là, d'essayer aussi de donner des informations, parce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous avez aussi une notoriété, vous êtes écouté, et vous, ça peut vous alimenter. Vous sentez ça vraiment comme ça et vous aider à passer des messages. Complètement d'accord. C'est super important d'en parler et on le fait peut-être même pas suffisamment. Moi, j'avoue qu'à titre personnel, je me suis pas spécialement exprimée sur le sujet, mais oui, forcément, on est sensible à ça et au plus on en parlera, au plus les gens seront sensibilisés. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous retiens pas plus longtemps parce que je crois qu'il y a une glace là. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y a un petit plan glace va se préparer. Donc, Flan ou glace Les deux. Donc écoutez, je vous retiens pas plus. Bonne glace, bonne récupération. Je vous souhaite le meilleur. J'ai hâte de vous voir courir du côté des montagnes espagnoles. Et puis voilà, profitez bien de la glace et à très bientôt dans le podcast. Merci. Alors on l'a dit hier soir, les athlètes de l'équipe de France ont mis de côté les baskets pour assister à une intervention sur le climat et la montagne. Grâce au mouvement Maïf Sport Planète, ils ont pu rencontrer deux invités hors normes qui nous font l'honneur de participer à ce podcast aujourd'hui. Alors le premier, c'est Mathieu Navillot, ancien skieur professionnel. Il a cofondé en 2020 l'association Une bouteille à la mer qui utilise notamment des images fortes pour provoquer une prise de conscience et questionner sur nos habitudes dans le sport comme au quotidien. Salut Mathieu, comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Salut, ça va très bien, merci. Et à ses côtés, Xavier Caillol, alpiniste et guide de haute montagne. Il est aussi chercheur doctorant en géographie à l'université de Savoie-Mont-Blanc. Il mélange son expérience du terrain et de la science pour mieux comprendre les effets du réchauffement climatique sur la montagne. Salut Xavier, bienvenue sur Dans la tête d'un coureur. C'est un plaisir de te recevoir dans le podcast, d'autant plus que je suis un petit peu tes travaux au loin. Donc voilà, c'est un honneur. Comment est-ce que ça va toi aussi ? Ça va super bien, merci. Alors, je le disais, hier, vous avez pu échanger avec l'équipe de France grâce à l'initiative de Maïf Sport Planète. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de venir justement ici pour parler à des sportifs de haut niveau ? Parce que c'est pas forcément sur un stage de l'équipe de France qu'on vous attend, par exemple Xavier. Tu penses qu'il faut nous attendre où ? Je sais pas, ça change peut-être des colloques ou ce genre de choses ou des... Non, pas forcément. En plus, moi, du coup, je suis arrivé à la recherche scientifique à la base par la pratique du sport de haut niveau, plutôt sur l'alpinisme, en me questionnant sur justement ce que je voyais sur le terrain en pratiquant mes activités sportives. Et du coup, je trouve que c'est important d'avoir ce lien encore un peu quotidien de discussion et d'échange et d'essayer de faire le lien avec les pratiques. Et en plus, là, du coup, il y avait Hilary qui était là, Gérardi, qui, elle, est déjà très sensible sur ces questions-là. Et d'autres qui sont aussi assez sensibles sur ces sujets. Donc c'est toujours bien de pouvoir faire le lien et puis d'avoir un temps d'échange et de discussion qui est un peu plus, on va dire, en cercle fermé, où on a vraiment le temps d'exposer nos idées, parce que c'est toujours un peu le souci, c'est que si tu veux construire ces réflexions-là, ça prend du temps à les expliquer. Et du coup, là, c'était le bon moment pour ça, d'avoir le temps d'échanger. Alors, Mathieu, pourquoi c'est important de parler aux sportifs aujourd'hui, de parler aux trailers, de les sensibiliser ? Est-ce que c'est un public qui est vraiment essentiel justement dans la prévention ? C'est un public essentiel. Pour moi, l'athlète ou la sportive professionnelle, c'est un public qui est très bien vu en société. Là, le trail, c'est un sport qui est interdépendant à l'environnement qu'accueille cette pratique. Donc c'est primordial que de pouvoir échanger avec des gens qui partagent le même environnement. Si on a des sensibilités, aller chercher des sportifs de haut niveau ou professionnels sur ces sujets, c'est ultra important parce qu'ils vont pouvoir répondre la bonne parole et on va pouvoir les toucher puisqu'on partage le même environnement. Donc là, la plupart des gens qu'on rencontre sont déjà sensibilisés et sensibles. On cherche en tout cas à apporter des clés et les bonnes réflexions pour transformer ou les bonnes pratiques ou les bonnes façons de penser. Ce qu'on estime être les bonnes façons de penser, bien évidemment. Et est-ce qu'ils sont réceptifs justement à ce discours ? Parce que voilà, le monde du sport, c'est assez large, entre le footballeur, le rugbyman, le golfeur, le pilote de sport auto et le coureur à pied. Est-ce qu'il y a un public de sportifs qui est plus réceptif que d'autres ? Alors, ce qui est super cool, c'est que quand on est sportif professionnel, là c'est encore le cas de Xavier, encore mon cas, on a un accueil, c'est une petite famille le sport, donc on a toujours un accueil bienveillant. Moi, j'ai jamais eu de mauvais accueil en tout cas. Donc ils sont à l'écoute puisqu'on vient avec souvent les mêmes codes
donc on se comprend. Il y a un accueil. J'imagine que si c'était une personnalité d'un milieu différent qui interviendrait, on n'aurait pas forcément le même poids. Donc l'accueil est toujours très positif et les questions que ça ouvre sont toujours très riches. Alors, je profite de vous avoir sur le plateau. Xavier, tu es aussi glaciologue. On parle de plus en plus, et c'est tant mieux, justement, de toutes les problématiques autour de la neige éternelle, des glaciers. Quelques semaines, il y a eu le Mont Blanc, et à chaque fois, les coureurs, quand on arrive sur Chamonix, on regarde un peu jusqu'où la neige descend. Alors, de manière un petit peu innocente. On nous parle beaucoup, justement, de ces problématiques autour, mais on ne rentre jamais dans le fond. On ne sait jamais vraiment quelles sont les problématiques liées à tout ça. Je profite que tu sois là sur le plateau, concrètement. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur l'état des glaciers et quels sont les enjeux dans les années à venir qu'on va devoir surmonter? Qu'est-ce que ça dit justement de nos modes de vie et de notre société? Déjà sur l'état des glaciers, donc on a des années qu'on considère comme records assez successivement en termes de fonte des glaciers. Le précédent record, là, c'est 2022, qui a été une année très très chaude avec un retrait des glaciers très important. Ce qu'on sait, c'est que si on prend le volume des glaciers dans les années 2000, à l'échelle de l'Europe, depuis donc de 2000 jusqu'à 2023, on a déjà perdu 38,7% de ces glaciers. Et on sait que ça va aller en s'accélérant dans les années à venir. C'est énorme. Énorme. Ce chiffre, il fait froid dans le dos. Ouais, c'est assez impressionnant. C'est une rapidité de changement qui n'a jamais été connue par l'espèce humaine depuis qu'elle est présente sur Terre. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez impressionnant et qui est vraiment, vraiment marquant. Ce qui est important de comprendre sur les glaciers, c'est que ça rend visible un changement environnemental qui affecte tous les milieux de manière quasiment aussi forte, mais qui est beaucoup moins visible dans pas mal d'autres endroits, parce qu'il n'y a pas le glacier qui fond et il n'y a pas ce marqueur un peu temporel qu'on voit d'une année sur l'autre. En tout cas, ce que ça veut dire sur les territoires de montagne, c'est qu'on a une augmentation d'événements qu'on dit géomorphologiques, c'est-à-dire qui touchent à la morphologie de la montagne, ou glaciologiques, une amplification de ces phénomènes-là. On a vu par exemple Blatten, il n'y a pas si longtemps, en Suisse, là, le village qui a été complètement enseveli, à la suite d'un écroulement rocheux qui est tombé sur un glacier, qui lui-même s'est affaissé et tout est parti ensuite dans la vallée. Donc ça, c'est des phénomènes un peu extrêmes qui vont se produire, on le sait maintenant de plus en plus, à cause de problématiques météorologiques, de problématiques géomorphologiques ou glaciologiques de la sorte. Donc les glaciers sont un indicateur en gros de ce qui est en train de se passer et le changement climatique et le réchauffement qu'on connaît actuellement va amplifier des événements d'ampleur de ce type-là et va venir très clairement contraindre les populations en montagne, les villages en montagne et les manières d'habiter en montagne. Ça, c'est pour la montagne. Après, par exemple, sur les glaciers, on sait que tous les grands fleuves, par exemple le Rhône, est très dépendant de la fonte des glaciers, de la neige au printemps et en début d'été, ensuite des glaciers qui distribuent justement l'eau de manière un peu durable durant l'été. Et on sait qu'on va avoir aussi des problématiques d'accès en eau dans les basses vallées liées au fait qu'il y aura de moins en moins de glaciers et qu'il y aura moins en moins de neige qui va survivre du coup à l'hiver. Donc ça va être une autre problématique, on va avoir des soucis de sécheresse. Donc c'est vraiment un effet domino en fait, et avec un effet papillon, tout va... ce serait une erreur de penser que c'est quelque chose qui concerne que la montagne et une certaine partie de la population. Ouais, complètement, c'est tout interconnecté et là pour le coup il y a des effets qui sont vraiment en chaîne. Pareil, si du coup on fait fondre les grandes calottes glaciaires, que ce soit à l'Inland 6 au Groenland, en Antarctique, là pour le coup on va avoir une augmentation du niveau de la mer qui va venir impacter tous les gens qui vivent sur le littoral. Enfin voilà, c'est vraiment tout interconnecté et imaginer que les glaciers vont toucher que les gens qui seront en montagne, c'est complètement utopiste. Alors Mathieu, tu es skieur, on sait que le ski, c'est un sport qui va être très concerné par les changements climatiques. Les coureurs aussi, évidemment, le constatent. Concrètement, est-ce que toi, tu l'as déjà mesuré dans ta pratique et comment est-ce que vous, les skieurs, vous prenez en compte ça? Est-ce que vous vous êtes fait une idée que votre sport, potentiellement, il va peut-être disparaître? Alors oui, très clairement. Donc moi, j'ai 36 ans. J'ai commencé le ski à 2 ans, comme tous les gamins de Tignes et de stations d'altitude où il n'y a que ça à faire. On a un glacier à Tignes, donc on a vu fondre le glacier. On a vu les premières pluies dans les années 2000, au-dessus de 2000 mètres d'altitude, donc en station. Je me souviens de la première fois. On a eu beaucoup d'échanges avec les générations d'avant sur les chutes de neige en été, parce que Tignes a toujours connu des chutes de neige en été. Et on est passé de chutes de neige assez impressionnantes, des 60 cm de neige en été, à seulement de la pluie et très rarement des chutes de neige. Donc entre la pluie l'hiver, les qualités de neige, les quantités de neige qu'on voit sur les photos ou qu'on voit sur les rapports scientifiques, la quantité de neige a évolué, les glaciers ont réduit. Tignes, le slogan c'était 365 jours
de ski par an. C'était le cas, on pouvait skier sur les glaciers puisque les glaciers gardaient leur couverture neigeuse tout l'été. Aujourd'hui, les périodes de ski d'été sont ultra réduites. Donc en fait, en étant montagnard et en habitant les territoires, on est directement impacté visuellement et dans nos pratiques de sport de pleine nature. Donc on se fait très clairement à l'idée que le ski, c'est pas à l'infini. Et moi j'ai 2 neveux qui sont en bas âge et je me dis, ce que j'ai connu avec mon frère, on a tous les 2 fait du haut niveau, on a eu le même parcours, on a eu une enfance de rêve côté ski. Ils pourront pas connaître la même chose. Donc on garde les yeux ouverts là-dessus. On se dit qu'on est dans un monde en constante évolution et pour le ski, il va falloir accepter cette évolution et évoluer avec. Donc réfléchir à l'avenir. J'imagine que c'est la raison pour laquelle tu as voulu t'engager, notamment à travers le monde associatif. Vous avez fait une campagne qui avait beaucoup marqué les esprits, où vous avez emmené notamment Kilian Jornet, un coureur qu'on connaît bien ici dans le podcast, dans une décharge. Alors, il courait au milieu des pneus. Il y avait aussi des skieurs dans des amas d'ordures ménagères. C'était des images extrêmement impactantes, extrêmement belles aussi d'une certaine manière, qui laissent personne indifférent. On sait qu'aujourd'hui, c'est pas évident de communiquer sur ces sujets-là, parce qu'il y a des gens qui peuvent être réfractaires, il y a des gens, on peut culpabiliser les gens. Peut-être que la communication, l'art, c'est aussi un moyen de passer un message. J'imagine que c'est la raison pour laquelle tu as voulu faire cette campagne de photos qui est choc et qui est impactante. La communication, c'est un vrai enjeu. La communication, en fait, moi et mon entourage, et Xavier élargit un peu avec la partie scientifique, mais c'est notre seul moyen de venir parler, communiquer sur nos sensibilités et essayer d'attirer le monde à ouvrir les yeux sur les différentes problématiques et sur les solutions à ces différentes problématiques. Et moi, en fait, ça a toujours été mon seul pouvoir, ça a été l'image et le sport. Donc, en fait, on est directement allé vers la photo, la vidéo, parce qu'on n'a rien d'autre. J'aurais eu des capacités scientifiques de conférencier, de doctorant. Je l'aurais fait, mais moi, mes armes, voilà, c'est l'image. Et c'est pour ça qu'on se regroupe avec des copains comme Xavier, comme Brad hier, pour se compléter et élargir. Les projets photos, c'est le moyen le plus simple, je pense, choc ou pas, parce que maintenant on essaye de s'en détacher et d'aller vers du positif, on se remet énormément en question là-dessus. C'est le moyen d'aller chercher le grand public. Aller chercher le grand public par le beau, c'est ce qu'ont toujours fait les artistes, que ce soit dans la musique, dans la peinture, dans tout ça. Donc aujourd'hui, on essaie vraiment d'élargir à aller chercher différents types d'art, un peu au-delà de l'image, et en allant chercher encore une fois des gens compétents sur ces sujets. Et le sport, en tout cas pour l'instant, on y reste parce que moi, c'est ma famille, ça m'a tout apporté ma vie. C'est un choix autour de mon activité sportive et ça m'a tout permis, même permis de parler de mes différentes sensibilités autour de l'environnement. Alors, Xavier, tu es chercheur, glaciologue, mais tu es aussi guide, tu connais très très bien la montagne. Concrètement, aujourd'hui, on parle de plus en plus de trail, ultra, de plus en plus de gens aussi quittent les villes pour pouvoir aller en week-end, se reposer à la montagne, faire du sport, pratiquer dans ces milieux naturels. On a ce besoin en tant qu'humain aussi de connecter avec la nature, mais ça pose aussi des problématiques. On l'a vu récemment avec certaines grosses organisations de courses. L'impact aujourd'hui du trail, comment est-ce que toi tu regardes ça d'un point de vue de chercheur et de glaciologue, parce que ça fait aussi débat dans les milieux de la montagne. Alors moi je travaille assez peu sur la question des impacts des pratiques directement sur les milieux, étant donné que je suis plutôt sur les milieux de haute montagne et que pour le coup l'impact des pratiquants de l'alpinisme, il y avait un peu un débat autour de la voie normale du Mont Blanc qui a été assez bien régulé du coup ces dernières années. Et aujourd'hui on n'est plus dans des cas en fait où la fréquentation dépasse des seuils possibles. En plus du coup sur les milieux de haute montagne, on est quand même dans des milieux où il y a assez peu de vie et où on peut assez bien composer avec ça. Sur ce qui est en tout cas pour le coup des ultras et des gros événements, le problème qu'on voit, de toute façon le principal problème c'est lié au déplacement carboné sur de très longues distances. Et là-dessus c'est sûr que c'est un débat qu'il va falloir avoir, mais pas que pour ça en fait, ça va valoir aussi pour les pratiques touristiques. Tu l'as dit, je suis guide de haute montagne et 98% du bilan carbone de la compagnie des guides de Chamonix c'est lié au transport des gens qui viennent faire de la montagne à Chamonix. Donc ça c'est sûr et certain qu'il va y avoir un débat à avoir là-dessus, dans le sens où même si au-delà de l'impact qu'on va avoir du coup sur l'événement en lui-même, on va agir sur tout l'écosystème et on va participer à détruire tout l'écosystème à travers des déplacements carbonés lointains et complexes. Et ça en fait le problème c'est que nous à titre individuel
On n'a pas forcément la réponse. Enfin, si on a une forme de réponse, ça serait de dire on n'y participe plus et on arrête tout. Ce qui peut poser après des questions de comment est-ce qu'on fait pour se réunir, comment est-ce qu'on fait pour communier ensemble, comment est-ce qu'on fait pour faire vivre des activités qui nous font du bien. Et après, ça passe par du coup le politique, d'être capable d'agir sur le politique pour qu'il y ait des systèmes de transport en commun plus vertueux qui soient mis en place. Et ça, aujourd'hui, on voit qu'on a énormément de matière à faire là-dessus. On a énormément de choses qu'on peut mettre en place sur ces questions-là. Et là, du coup, c'est pas du tout avec un regard de chercheur, mais plutôt avec un regard de citoyen intéressé à cette question-là que je parle. C'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour rendre nos déplacements un peu plus vertueux si on veut continuer à avoir ces modalités de déplacement. Globalement, aujourd'hui, un coureur à pied, parce que c'est vrai qu'on a tendance, nous les coureurs, un peu des fois à rejeter la faute sur les autres, sur les grandes organisations de courses, sur les fédérations, sur certains athlètes aussi qui se déplacent, puisque c'est des athlètes internationaux, par définition, ils doivent se déplacer pour aller concourir à des compétitions. Mais nous, en tant que pratiquants, est-ce qu'on peut agir? Est-ce qu'on peut avoir un impact? Quels seraient les bons gestes, les bons réflexes à avoir en tant que coureur, si on veut justement limiter au maximum notre impact sur la planète? Moi, je pense qu'il y a un point qui est hyper important quand on est citoyen du monde, c'est de s'intéresser à ce qui se passe autour. Je trouve qu'aujourd'hui, et ça a été mon cas, on a des générations qui sont assez déconnectées des environnements dans lesquels on vit. Alors, c'est très difficile à dire quand on habite en pleine ville, dans des quartiers bétonnés mais quand on a l'occasion de découvrir des lieux qui sont entourés, on va dire, d'un environnement sauvage ou préservé, c'est de s'informer sur ce qui s'y passe. Moi, je pense que ça, c'est la clé. Une fois qu'on est informé, une fois qu'on a découvert, ça pousse à respecter. Alors, c'est très poétique et très, très léger. C'est pas une énorme clé, mais je pense que c'est la clé générale. Et là-dedans, on va mettre, c'est une boîte à outils, on va mettre énormément de choses. S'intéresser à ce qui se passe autour de nous et comprendre que notre bonheur, je parle pour les trailers en l'occurrence, notre bonheur dépend de l'état de santé de notre environnement de pratique. Ça pousse à la réflexion, ça pousse à l'information et ça pousse au respect. Et je pense que ça, c'est ultra important. Mais Xavier, je te laisse compléter. Là encore, c'est multifactoriel. Du coup, il y a la première clé, là, ce qu'on disait sur le transport. Marathon du Mont Blanc, ils ont réservé des dossards cette année justement pour ceux qui venaient en transport en commun. Et ça, c'est quelque chose, il y a 10 ans, je pense que c'était complètement inaudible. Et je pense qu'il faut inciter à ce que ça aille de plus en plus justement sur ces questions-là, avec des déplacements, quitte à aller sur des événements comme ça, le maximum de déplacements bas carbone. Moi, je suis plutôt, et après, donc ça, c'est une des possibilités, moi, je suis plutôt du parti d'abandonner complètement ces événements, de les déserter. Et d'essayer de nourrir une pratique un peu plus, comme tu dis, sensible et personnelle avec des critères et des sujets un peu différents. Par exemple, moi, tu vois, sur la montagne et l'alpinisme, le critère de valorisation d'une performance aujourd'hui, c'est d'aller en Himalaya et de faire des hauts sommets et des ouvertures sur des hauts sommets. Moi, j'ai décidé de complètement me détacher de ça, d'y mettre du coup le temps que je gagne à pas aller en expé, c'est du temps que je peux passer à faire de la recherche et du coup à garder une pratique poussée au niveau dans les Alpes, avec du coup des approches des fois qui sont carbonées, des fois qui sont décarbonées en essayant d'en faire en vélo, et essayer justement de raconter un peu d'autres histoires autour de la compréhension du milieu, mais aussi autour de performances sportives, et essayer de changer un peu les codes dans lesquels on est aujourd'hui. Et je pense qu'en fait, il y a possibilité de faire les deux, parce que le fondement de la personne qui aime le trail, il faut se demander pourquoi c'est, on en parlait tout à l'heure, c'est est-ce que tu aimes le trail parce que y a les paysages du Mont Blanc et c'est du TMB, ou est-ce que tu aimes le trail parce que tu aimes courir ? Et je pense qu'en fait, c'est déjà un travail qu'on peut faire. C'est par exemple, moi en tant qu'alpiniste, est-ce que j'aime faire de l'alpinisme parce que j'aime passer une journée en montagne, à grimper, à me balader, à faire des choses comme ça, ou est-ce que j'aime ça parce que j'aime aller sur le sommet le plus haut du coin et pouvoir me valoriser en redescendant en disant que j'ai été sur le sommet le plus haut du coin. Et je pense que ça peut être une des clés, si en tout cas on veut réduire l'impact qu'on a, c'est de se détacher un peu de certains construits culturels où on nous dit en fait c'est super ce que vous faites parce que vous allez à tel endroit, ou c'est super ce que vous faites parce que vous pratiquez de telle manière. Et ça, c'est tout un truc sur lequel, en tout cas en alpinisme, vu qu'on est très affecté par les effets du changement climatique, donc c'est quelque chose sur lequel on essaye de travailler et sur lequel on essaye d'agir de plus en plus, de se dire comment est-ce qu'en fait le construit culturel de lequel on est, c'est ce qu'on a présenté hier aux athlètes, c'est de se dire c'est quelque chose qui a été construit après la Deuxième Guerre mondiale dans un contexte de pays complètement différent. La reconstruction du pays après la Seconde Guerre, on avait besoin de valeurs qui justement nous mobilisaient, permettaient de produire, de mettre en place une société capitaliste qui permettait le développement des territoires de montagne, et on a associé les sports de montagne à tout plein de valeurs qui ont permis de développer justement les pays de montagne de cette manière-là. Je vous la fais assez courte pour ne pas re-rentrer dans tout l'exposé.
Et en gros, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un décalage complet entre ce qu'il y avait sur le terrain et les valeurs qu'on prêtait aux activités, avec le fait qu'il y ait des hauts lieux qui soient des emblèmes de la pratique, qu'il fallait absolument aller dans ces hauts lieux et pour pouvoir être reconnu et faire les choses comme ça. Et aujourd'hui, on va plus vers sur quelque chose d'un peu plus sensible, de se dire comment est-ce qu'on fait, en fait, qu'est-ce qui nous motive, nous, à faire de l'alpinisme et comment est-ce qu'on fait pour le rendre en adéquation, justement, avec la préservation des milieux, mais aussi avec les milieux qui changent. Et ça, c'est un peu un changement qui est en train de se faire petit à petit et qui prend du temps chez les pratiquants. Alors, on sait chez nos voisins italiens, chez nos voisins suisses et même nous en France, aux États-Unis, on essaye de limiter la fréquentation de certains lieux touristiques qu'il faut aussi protéger. On l'a vu dans les calanques. On sait aussi que sur les grands trails américains, les parcs nationaux, on limite le nombre de coureurs. Je crois qu'il ne peut pas avoir plus de 300 ou 500 coureurs sur la hard rock, sur la western. Et finalement, ces courses, elles rayonnent quand même. Elles sont plus grand public, mais elles rayonnent. Est-ce que c'est des initiatives, selon toi, qui peuvent être une solution, qui vont dans le bon sens, c'est-à-dire se dire finalement, dans des territoires très sensibles qu'il faut protéger, il va falloir tôt ou tard limiter le nombre de personnes qui prennent ces sentiers, où le combat, il n'est pas là? Nous, en tout cas, clairement, il y a une réduction du nombre de personnes typiquement qui vont au Mont Blanc chaque année, où on était à plus de 20 000 et on est redescendu à 13 000 par an. Et du coup, ça a un effet clairement positif pour le confort des gens qui vont être sur cet itinéraire-là et pour les milieux qui sont fréquentés. Ça, c'est une certitude. Comment on l'explique cette baisse? Est-ce que c'est pas lié au tarif aussi? Non, ça a été vraiment... Il y a eu une mesure qui s'appelle l'APHN, l'arrêté de protection d'habitat naturel, qui a réglementé en gros l'accès à la voie normale du Mont Blanc à la condition d'avoir des réservations dans les refuges. Et du coup, en gros, ça a permis d'avoir une réduction du nombre de personnes qui venaient parce qu'on limitait le bivouac. Ça a créé un peu des controverses autour de ce débat-là, n'empêche que ça a eu comme effet de réduire la fréquentation sur cet itinéraire-là et de pallier un peu à des problématiques qu'il y avait de bivouac, de gens qui dormaient autour des refuges, d'excréments de partout et de tous ces sujets-là. Ça soulève d'autres questions philosophiques, mais en tout cas, l'effet, il est là direct. Par rapport à ce que tu dis, c'est sûr qu'il y a une question philosophique déjà de est-ce qu'il faut réglementer justement pour faire changer ces choses-là, ou est-ce que, comme disait Mathieu, il faut qu'on arrive à sensibiliser pour que les gens le fassent d'eux-mêmes. Et moi, je suis plutôt de l'avis de sensibiliser plutôt que de réglementer, parce que je pense que la réglementation amène toujours, tu disais tout à l'heure qu'il ne faut pas stigmatiser, qu'il ne faut pas trop contraindre. En fait, si on contraint de cette manière-là, forcément, ça fait une réaction un peu épidermique de l'écologie nous emmerde au quotidien, l'écologie vient contraindre nos vies et ne nous permet pas de vivre. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver justement un peu la juste mesure là-dedans pour pouvoir sensibiliser sur ces questions-là. Convaincre. Et rendre désirable en fait le fait de protéger les milieux et de rendre désirable de protéger le terrain de jeu, même si ce terme de terrain de jeu, moi je l'aime pas trop, le terrain de vie de ceux qui nous accueillent pour qu'on fasse nos activités en fait. Et ça, je pense que c'est plutôt pour moi sur ce terrain-là qu'il faut aller, en sachant que ça prend un peu plus de temps d'éduquer que de réglementer, mais il faut le faire d'autant plus maintenant pour pouvoir anticiper ça. Après, la réglementation, là où ça pose un problème, ça va être quel cadre légal il y a. Je ne suis pas sûr que, du coup, dans la loi française, il y ait quelque chose qui permette aux collectivités ou à l'État de venir réglementer sur une course en disant vous limitez le nombre de personnes. Et du coup, ça, il faudra que ça vienne des organisateurs. Je ne suis pas sûr que ça soit dans l'intérêt des organisateurs et sur le modèle économique de vouloir réduire ça. Et on voit bien qu'à chaque fois, quand on laisse la main au privé sur ces questions-là, de choisir eux-mêmes s'ils vont se freiner ou pas, en général, le privé ça reste des entreprises, bien sûr. Et c'est d'ailleurs tout le souci dans lequel on est aujourd'hui, c'est que le capital ne s'arrête pas sur ces questions-là et continue à vouloir avoir une croissance la plus importante possible, malgré toutes les questions de limites planétaires que ça soulève et toutes les problématiques que ça soulève. Donc plutôt rendre désirable aux gens le fait de s'abstenir d'aller sur des grandes courses comme ça et d'aller sur des événements et de trouver une pratique un peu plus sensible et respectueuse des limites planétaires, et moins aller sur de la réglementation et surtout pas faire confiance aux entreprises privées qui veulent faire de la croissance, parce que là, ça ne changera jamais sinon. Alors, il y a quand même des entreprises qui poussent dans le bon sens. On l'a vu et ça passe aussi, on le disait, il y a plein d'actions individuelles, nous, en tant que coureurs, les partenaires des courses aussi. On sait qu'aujourd'hui, on parle de Maïf, mais par exemple, le fait de ne plus mettre de t-shirt, le fait d'essayer de limiter les médailles, ça passe aussi par là. C'est aussi aux marques, aux sponsors, de réfléchir à quelles courses elles vont s'associer, quelles valeurs elles ont envie de véhiculer, parce que quand on touche au porte-monnaie, donc aux partenaires, c'est quand même le meilleur moyen aussi de faire changer un peu les choses sur les courses, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, si le marathon de Paris, il n'y a plus de bouteilles d'eau, s'il n'y a plus de certaines courses, c'est aussi les partenaires qui poussent. C'est vraiment collectif en fait, le coureur, le sponsor, les organisateurs, il faut embarquer tout le monde. Il faut embarquer tout le monde, ça c'est ultra important, et comme on dit, si on laisse le pouvoir à l'organisateur, il ne se passe rien. Si un sponsor vient challenger un organisateur, encore une fois, si c'est un gros sponsor, ça va changer. C'est aussi
aux athlètes ou aux amateurs qui s'inscrivent sur les courses en fonction de leur sensibilité, que ce soit sociale, environnementale, d'aller, entre guillemets, challenger les organisateurs. Mais oui, c'est un travail d'équipe. On en parle souvent avec Xavier. Quand on arrive avec différentes compétences, il ne faut pas refuser d'aller vers ce qu'on estime être mauvais pour le tirer vers le haut. Il faut y aller et il faut, même s'il y a énormément de contraintes, toujours essayer de tirer dans le bon sens. Et c'est ça, nous, qui nous fait, en tout cas, qui nous anime, c'est de se dire, OK, on a des sensibilités, des volontés, on va même là où ça ne nous plaît pas pour tirer vers le haut. En tout cas, on essaye. En fait, il faut qu'on arrive à collectivement travailler ensemble autour d'une cause commune. Et la cause commune, c'est quoi? On est tous, je pense, relativement d'accord. Si on te pose la question, tu veux quoi à l'échelle de 50 ans? Qu'est-ce que tu as envie? C'est compliqué. En fait, c'est compliqué d'avoir une réponse à cette question. Réellement, hein. On ne sait pas. Ouais, mais tu as envie de faire du trail et t'amuser. Bien sûr, ça c'est évident. C'est ça la base, en fait. Ça, c'est si évident. tu prends la base. Je pense que On veut nous, tous ça. c'est pareil. En fait, qu'est-ce qu'on veut à l'échelle de 50 ans? C'est juste de pouvoir continuer à faire des activités de pleine nature et pouvoir profiter de tout ça. Et en fait, ça, maintenant, on sait que c'est complètement dépendant des limites planétaires et du fait d'avoir une prise en compte écologique dans le cadre, par exemple, de l'accord de Paris. Et en fait, ça veut dire réduire les émissions de carbone, ça veut dire avoir des pratiques un peu plus vertueuses, mais ça ne veut pas dire se faire un harakiri sur l'autel de l'écologie. Et du coup, ça veut dire continuer à vivre et continuer à profiter. Et ça, en fait, si on regarde à 50 ans, on est tous d'accord sur le constat, on a tous envie de continuer à profiter de nos vies. Mais même si on ne pourra pas vivre comme... Enfin, je pense qu'aussi la question de est-ce qu'on pourra pratiquer comme on le pratique aujourd'hui, est-ce qu'on pourra se déplacer, aller sur toutes les courses, est-ce que c'est... Voilà, c'est... Je ne suis pas sûr que ça reste comme ça et que ce soit une mauvaise chose, évidemment. Mais encore une fois, est-ce que ce que tu aimes, c'est courir ou est-ce que c'est aller sur toutes les courses Non, de partout? mais évidemment, ce qu'on aime, c'est courir. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi nous et c'est notre responsabilité. Parce que quand je disais que tout le monde a à agir, mais nous aussi, les médias, on a notre responsabilité par rapport à ça. C'est-à-dire, on est obligé. On reste des passionnés. Donc évidemment que les grandes courses, ça nous fait rêver. Et c'est aussi une ambivalence entre... même les athlètes, c'est compliqué pour eux. Vous avez dû en parler hier. C'est-à-dire que tu es athlète international. Donc par définition, tu es international. Tu es aussi skieur, tu as des grands championnats, tu dois faire les Coupes du Monde, tu as des sponsors, mais en même temps, tu es sujet à ça. Et en même temps, tu sais que le sport, c'est un moyen de fédérer les nations, et c'est important aussi que les nations se rassemblent. Il ne faut pas oublier les valeurs de l'olympisme, et voilà, après les grandes guerres, pourquoi ça a été important. Les athlètes, j'imagine, c'est pas évident pour eux quand même, tous ces choix-là. J'imagine qu'ils ont dû vous en parler hier sur comment est-ce qu'on fait quand notre sport nous oblige aussi à voyager. Alors, on échange toujours là-dessus. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de construire ou de déconstruire, tu parles dans 50 ans. Dans 50 ans, forcément, ça aura changé. Et oui, aujourd'hui, on est dans une construction de l'avenir ou peut-être déconstruction du passé. Et sous certains aspects, on parle des grands événements. On reste pour beaucoup de grands événements tanké dans des idées, des fonctionnements des années 90. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on sort là dehors à Briançon, on a les mêmes paysages que ce soit en haute montagne ou en basse vallée que dans les années 90? Moi, je ne crois pas. D'ailleurs, je suis sûr que non. Xavier peut en témoigner sur les lectures de paysages. Et pourtant, sur certains grands événements, on continue à essayer d'avoir les mêmes fonctionnements que dans les années 90. Donc moi, je pense qu'autant dans la pratique fédérée ou professionnelle des jeunes sportifs, il ne faut pas hésiter à sortir d'un cadre qui a été construit dans un passé proche, mais qui est très différent de notre présent. Donc pas hésiter à chercher d'autres fonctionnement. C'est engageant, c'est challengeant, ça peut aider à la performance, mais quand tu dis, et ça fait du bien que dans 50 ans, on ne pourra pas vivre la même chose, réfléchissons dès aujourd'hui à comment on construit demain. Et ça, pour les jeunes athlètes, c'est challengeant, motivant, et nous, en tout cas, on essaye d'être là pour leur apporter des clés, et c'est une réflexion très profonde qu'on mène en ce moment depuis quelques temps avec Xavier. Donc c'est ultra riche ces discussions de restons pas tankés dans le passé. Et je pense à des courses de trail, mais je pense à des plus grands événements. Moi aussi, les Jeux Olympiques me font rêver. Mais si on regarde Paris ou à échéance future, les Alpes 2030, quand on a des discours qui sont de reproduire la réussite d'Albertville 92, moi ça m'embête. Albertville 92, c'était il y a plusieurs dizaines d'années, si je ne me trompe pas. Donc réfléchissons à comment faire des événements en relation avec notre présent et notre avenir. Si vous aviez un conseil simple, concret, à donner à tous les coureurs et coureuses amateurs qui nous écoutent et qui veulent justement réduire leur impact, mais aussi peut-être... je dis souvent, il y a 14 millions de Français qui courent.
Donc ça veut dire que dans chaque famille, dans chaque anniversaire, chaque Noël, eh bien on a potentiellement un témoin, en tout cas quelqu'un qui est dehors, quelqu'un qui voit le climat changer, quelqu'un qui s'entraîne, qui est au contact de la nature et qui peut aussi parler au tonton, parler voilà, à la tante qui lui dans un bureau et qui n'est pas forcément en lien avec tout ça et voilà, qui pourrait peut-être passer un message. Lequel ce serait ? Le premier, moi je dirais, c'est amusez-vous autour de chez vous et soyez fiers de ce qu'il y a autour de chez vous en fait. Déjà, en faisant beaucoup plus de local, encore une fois, on voit que la majorité des problématiques viennent des déplacements. Et en fait, de rêver toujours de l'ailleurs en pensant que c'est forcément mieux ailleurs, il y a déjà énormément de choses à faire autour de chez soi. Mais c'est intéressant parce qu'on valorise vachement le manger local. C'est quelque chose qui est valorisé. On est, tu vois, c'est un petit producteur local dans les restaurants, on nous le dit. Mais pourquoi on valorise pas le coureur local, le sportif local ? Alors je vais revenir sur quelque chose dont vous avez parlé tout à l'heure, mais sur lequel c'est important de mettre la lumière, le pourquoi on pratique nos activités. Xavier, l'alpinisme, toi le running, moi ça va être le ski. Pourquoi on sort le matin et on va pratiquer nos activités. Je pense qu'on est dans des environnements, en tout cas ici en France, qui sont ultra privilégiés. Les skieurs américains viennent skier dans les Alpes parce que c'est incroyable. Donc moi, quand je vois ça, je me lève le matin et je me dis, mais en fait, j'ai les Alpes au pas de ma porte. J'en profite à fond. Je peux performer ici. Donc je continue à performer ici et c'est peut-être pas la facilité que de prendre un billet d'avion et d'aller au Japon, mais je mets clairement une logique là-dedans et ça c'est des réflexions menées, c'est du temps qui est attitré à ça et j'ai la chance d'avoir du temps attitré des réflexions à ça. Mais voilà, faisons... il faut se réveiller, je pense, et partir dans nos activités, dans nos plaisirs, en se disant est-ce que je sors pour ma prochaine photo Instagram ou est-ce que je sors pour mon plaisir ? Voilà. Merci beaucoup à tous les deux, c'était un échange passionnant. Je suis sûr que voilà, on aura le temps de revenir, peut-être de vous réinviter dans le podcast pour reparler de certains sujets de manière plus précise. Mais en tout cas, on a bien balayé. J'espère que nos auditeurs ont appris autant de choses que moi et ont pris autant de plaisir à vous écouter. Merci beaucoup à Maïf d'avoir rendu cet épisode possible. Merci à l'équipe de France d'athlétisme de nous avoir accueillis dans de très belles conditions dans ce très beau centre. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coureur. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.